Bonjour Mathilde, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de The Talent Podcast pour cet épisode qu'on a mis du temps à planifier. Oui, on a eu quelques petits allers-retours afin de trouver la bonne date. Absolument. Mais je sais que ça va aller le coup d'attendre. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, Mathilde, j'aimerais bien que tu nous confies quelque chose que les gens ne savent pas sur toi. En tout cas, que les gens qui nous écoutent ne savent pas sur toi. Eh bien, je pense que personne ne sait que ma première vocation était de devenir psychiatre. Waouh. Parce que je voulais aller dans la tête des gens, comprendre ce qui se passait, leurs drivers, ce qui les motivait, ce qui les effrayait, ce qui les passionnait, et éventuellement pouvoir les aider, les accompagner vers une voie, vers le soin. Waouh. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait bifurquer Ce qui m'a fait bifurquer, c'est que pour être psychiatre, il faut avant tout en premier faire des études de médecine. Oui. Et honnêtement, l'idée, la perspective de devoir dépecer des cadavres, de me prendre des giclées de sang sur le visage, soudain, je me suis dit que c'était pas pour moi. Et à l'époque, quand les études de psychologie n'étaient pas encore très reconnues. Et voilà, dans le monde dans lequel j'évoluais, si on étudiait la psy, il fallait être psychiatre. Et donc l'idée de ces 10 ans de médecine, enfin voilà, j'ai décidé de m'orienter vers une autre voie qui n'avait absolument rien à voir. Mais au final, j'y reviens de manière détournée par les ressources humaines. Ouais, effectivement, finalement, on en revient souvent à ces drivers principaux quand ils ont été bien identifiés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors c'est pas rentré dans la tête des gens, mais ça reste un sujet qui est quand même intéressant, celui dont tu vas nous parler sur le plan collectif, c'est de parler de la culture d'entreprise. Et ce qu'on se disait tout à l'heure autour d'un thé, c'est que finalement, la culture d'entreprise, on n'en parlait pas tant il y a 10-15 ans, on en parle quand même beaucoup là sur ces 2-3 dernières années. C'est devenu un sujet, j'allais dire presque à la mode, en tout cas beaucoup plus qu'on a beaucoup plus étayé. Et toi, avec ton expérience à 2 reprises, t'as travaillé sur la culture, notamment dans des phases de croissance d'entreprise. Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont déjà bossé sur la culture, pourquoi est-ce que tu penses qu'il est important d'en parler aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que c'est critique ? Eh bien justement pour éviter l'effet de mode. Parce que on voit comme ça en RH des sujets. Alors à un moment c'était les KPI, après c'était les dashboards, après c'était l'engagement et maintenant la culture. Oui. En fait, moi je souhaitais en parler avec toi aujourd'hui parce que pour moi la culture c'est un fondamental et qui peut pas être justement uniquement un effet de mode. Donc il faut absolument, selon moi, qu'on s'intéresse au sujet, non pas qu'on le pratique comme ça tous les jours et qu'on fasse un check the box, mais qu'on se pose la question aujourd'hui de quelle est ma culture d'entreprise, vers où je souhaite l'amener et comment concrètement je peux y parvenir. Super. Alors, avant de rentrer complètement dans le partage de ton expérience, que tu as vécu, les bonnes pratiques, les pièges, etc. Est-ce que tu peux nous aider aussi à définir, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de confusion. On parle de culture d'entreprise, on parle de valeurs. Est-ce qu'il y a des choses qui se définissent, qui se décrètent, qui se créent? Il y a des leadership models. Comment est-ce que toi tu abordes ce sujet-là? Alors moi, j'ai une approche assez pragmatique qui permet, je pense, d'avancer en réfléchissant sa culture. Pour moi, il y a 4 points fondamentaux qui sont la vision, vers où l'entreprise se dirige de manière très aspirationnelle. Donc si je m'imagine, alors en fonction des temps de l'entreprise, donc moi je bosse dans la tech, donc en général c'est 2-3 ans notre vision, où est-ce que je veux arriver et en quoi je vais changer les choses avec ma proposition, qui se découle ensuite en mission, concrètement ma raison d'exister, pourquoi je suis là, qui se décline ensuite en valeurs qu'on va projeter vers l'extérieur, mais aussi qu'on va incarner dans la vie de l'entreprise. Et ces valeurs, ensuite, vont se décliner en principe de leadership ou en principe pour tous les collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise. Et ça, c'est purement de l'interne, donc des principes de leadership. Et alors donc, est-ce qu'on l'a choisi? Est-ce qu'on décide de l'écrire? C'est quoi la bonne pratique? Je vois régulièrement des entreprises qui se disent cette année, on va définir quelle est notre culture d'entreprise. Quel est ton vécu là-dessus? Qu'est-ce que t'as pu voir dans les entreprises dans lesquelles t'es arrivé? Alors, je ne pense pas qu'on décrète sa culture d'entreprise. Une culture d'entreprise existe.
qu'on l'affiche pas, qu'on y réfléchisse ou pas, il existe une culture d'entreprise qui est plus ou moins celle qu'on souhaite avoir. Ensuite, la question, c'est plus, est-ce que cette culture d'entreprise correspond à ce que l'on souhaite ? Donc, avant de décréter sa culture, c'est quand même assez rare des entreprises qui commencent toutes petites et qui se posent la première question, c'est quelle est ma culture, hein, quand on est seul avec soi-même en start-up, c'est pas la première question qu'on se pose. Mais assez rapidement, en fait, c'est sain de se dire, voilà, quelle vision j'ai, quelle mission j'ai, ne serait-ce que pour le business, comment ça s'articule dans des valeurs que moi je souhaite incarner en tant que CEO. Et ensuite, comment est-ce que ça va guider la manière dont chacun travaille. Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la culture existe quoi qu'il se passe. Et à un moment, il est extrêmement utile, notamment en phase de scale, de se poser la question, quelle est-elle ? Quelle est-elle ? Et est-ce que cette culture, elle accompagne mon besoin business, mais aussi le cadre dans lequel j'aimerais que mes collaborateurs se développent. Et pourquoi c'est important du coup de la définir ? Parce que comme tu le dis très bien, je vois rarement des entreprises qui viennent de se créer, qui font dans leurs premiers exercices le fait de travailler sur la culture. Pourquoi est-ce qu'en phase de scale, ça va être important de finalement enfin s'attaquer à cet exercice-là ? La première raison, c'est parce que c'est ultra important d'avoir une vision pour savoir pourquoi on travaille tous, vers où on tend. Pourquoi est-ce qu'on existe, notre mission, les valeurs qui nous unissent, et puis ensuite, comment ces valeurs vont s'articuler dans ces principes de leadership pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou pas. Donc, il y a un aspect très business, vers où on tend tous ensemble, mais il y a aussi un aspect pour nos collaborateurs et les collaboratrices, savoir est-ce que eux se retrouvent dans les valeurs que nous, on véhicule. Parce qu'en fait, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est elle existe. Nous, ce qu'on voit régulièrement quand on travaille avec des entreprises sur ce sujet-là, c'est que à la base, elle existe parce qu'elle émerge assez naturellement des dirigeants, des fondateurs qui, à partir de leur vision quand ils ont créé la boîte avec leur propre système de valeurs, leur propre mode de fonctionnement, c'est quelque chose qui naturellement infuse. Et en fait, finalement, ce que toi, tu as pu observer en arrivant dans une entreprise avec des fortes croissances, c'est qu'il y a une question aussi de comment est-ce qu'elle va se diffuser dès lors que tu commences à recruter un petit peu plus de monde, c'est ça ? C'est comment est-ce qu'elle va se diffuser, mais également comment est-ce qu'elle va être incarnée et comment est-ce que chaque personne va la vivre, du stagiaire au CEO. Et alors, tu disais tout à l'heure que parfois, quand on s'attaque à l'exercice, on se pose la question de quelle est-elle ? Donc, comment est-ce qu'on peut la décrire ? Et est-ce que ça correspond à ce dont on a besoin ? Est-ce que tu auras un exemple j'en sais rien, d'ajustement qui aurait pu être nécessaire entre la culture telle qu'elle a été évaluée et ce dont l'entreprise pouvait avoir besoin ? J'ai pas d'exemple direct sur un décalage ou un gap de culture. Par contre, l'exercice qu'on a pu faire, c'est dans des rachats. Ouais. C'est faire une évaluation en fait de notre culture par rapport à la culture d'entreprise que nous avions rachetée pour créer une culture commune. Parce que nous, notre ADN était à l'époque de ne pas intégrer des entreprises dans notre existant, mais à partir de deux unités, en faire une commune. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu plus le contexte et puis comment est-ce que vous y êtes pris finalement et pour évaluer mais pour intégrer également ? Alors dans le contexte, donc on achetait une entreprise qui était plus grande que la nôtre, avec des entités géographiques extrêmement diverses. Donc on était sur tous les continents, donc en gros dans une vingtaine de pays. Et donc la manière qu'on a faite, c'était très très pratique, c'était de se dire, de redéfinir la vision commune de l'entreprise, ses valeurs, et ensuite de faire des workshops à travers tous les bureaux et d'utiliser la parabole du maçon. Je ne sais pas si tu la connais. Vas-y, raconte-la. Donc en fait, la parabole, c'est un architecte qui va sur le chantier d'une cathédrale et qui voit un premier tailleur de pierre et qui lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Eh ben écoute, voilà, je suis en train de tailler des pierres. Le deuxième maçon ou tailleur de pierre à côté de lui, elle a un peu plus de cœur à l'ouvrage, et l'architecte lui demande, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Écoute, moi je bâtis un mur, tu vois, donc c'est hyper important la manière dont je fais ma pierre parce que ça va faire un mur. Et il voit un troisième ultra exalté qui est à fond sur son boulot et qui est encore en train de tailler des pierres. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Et le gars il fait, moi je bâtis une cathédrale.
Et donc l'idée, c'était de dire, nous, quelle est la cathédrale qu'on est en train de bâtir ensemble, et de passer à travers tous les pays en posant la question à chaque personne, et en organisant évidemment des sessions à plusieurs départements pour ça. Et toi, quelle est ta contribution? Déjà, est-ce que tu sais quelle cathédrale on bâtit? Donc sinon, réexpliquer en fait quelle était cette vision. Et ensuite, que chacun trouve sa place. Quelle est toi ta place et quelle est ta contribution, mais aussi quelle est la contribution de ton collègue à côté ou ta collègue pour bâtir cette cathédrale ensemble et comment on veut le faire. Et donc, vous avez fait ces workshops pour aider à définir, comprendre la culture, etc. Quels ont été les challenges que t'as rencontrés? Parce que je sais que dans les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu dois avoir aussi un certain nombre de personnes qui sont sur ces sujets d'intégration. C'est quoi les challenges que toi t'as rencontrés sur le plan de la culture? Le premier challenge, c'est d'intéresser tout le monde au sujet et de se dire pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce que c'est fondateur pour une entreprise? Et de trouver le temps et l'investissement pour pouvoir le faire. Parce que même si tu le fais en interne, t'as quand même un coût temps, un coût voyage, un coût où les personnes qui achètent ce workshop, elles sont pas en train de produire. Et donc la vraie question, c'était ça, c'est pourquoi est-ce que c'est important? Et même si au niveau exec, on pouvait tous être alignés, c'est ensuite quand tu redescends, faire que tous les managers soient portés. Et donc la solution qu'on a trouvée, c'est de commencer ces workshops avec les managers et d'en faire des ambassadeurs et que ce soit pas uniquement nous, à l'époque je dirigeais les opérations, mais peu importe, que ce soit pas porté par une personne, mais que peu à peu on ait des ambassadeurs qu'on forme pour mener le workshop et qu'après le workshop ait sa propre vie sans forcément rentrer dans un truc très protocolaire. Sachant que j'imagine que dans ces phases d'intégration, tu as des gens qui sont très convaincus de l'intérêt de cette étape-là et notamment ceux qui l'ont déjà vécu par ailleurs. Tu as des personnes qui se disent forcément c'est un peu la cerise sur le gâteau ce sujet-là, est-ce bien prioritaire? Comment est-ce que tu arrives à convaincre ces personnes-là de l'utilité? Alors, aujourd'hui, je pense que c'est moins compliqué parce que il y a toutes les stats. En fait, il faut toujours revenir sur le business. Toutes les stats montrent qu'aujourd'hui, alors je ne connais plus exactement le pourcentage, mais la majorité des intégrations ratent parce que même si sur le papier, d'un point de vue financier, légal, de top line, de bottom line, de synergie, etc., tout allait bien, en fait, il y a un échec. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu de culture match, parce que les personnes n'ont pas été derrière en fait ce projet. Et donc je pense que là aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature et beaucoup de statistiques qui épaulent. Et d'ailleurs, les grands cabinets de conseil qui aident à piloter aujourd'hui les intégrations font de la culture et du people un des piliers en fait des intégrations. Bien sûr. Même si j'imagine aujourd'hui, tu as quand même des intégrations qui sont beaucoup plus complexes parce que tu as des gaps de culture qui peuvent être énormes, je vais pas dire irréconciliables, mais en fait difficiles à connecter. Et parfois, en fait, il faut avoir le courage de refuser de faire un deal parce qu'on voit que d'un point de vue culture, ce sera juste pas possible. Et que là, on va passer tellement de temps à essayer d'intégrer, mais des cultures... ça peut être une culture digitale par rapport à une culture papier, ça peut être une culture très top-down d'un point de vue managérial versus une culture un peu libérée. C'est compliqué. C'est compliqué, sauf s'il y a vraiment une grosse structure qu'on absorbe une plus petite. Mais quand on a des tailles équivalentes, voire qu'on rachète plus gros et qu'on voit une trop grosse divergence de culture, alors il faut parfois avoir le courage de dire non, ça va pas être possible. Ouais, parce que c'est difficile pour les personnes de s'y retrouver, celles qui ont rejoint une aventure par rapport à une culture en particulier et qui achètent pas forcément on va dire la culture de destination. Donc, tu vois, je retiens ton point. On a assez de littérature pour nous dire qu'il y a des intégrations qui échouent simplement, entre guillemets, pour un sujet culturel. Il faudrait avoir le courage de temps en temps de se dire, là, on va faire rentrer des carrés dans des ronds et ça peut pas fonctionner. Est-ce qu'il y a un autre, j'en sais rien, un autre apprentissage que tu retiens de cette phase-là et que tu aurais envie de nous partager sur la façon de faire travailler des cultures différentes ensemble? Le second apprentissage, vraiment dans un cadre d'intégration, c'est de se préparer bien à l'avance. Pas attendre que le deal soit signé et se préparer. Donc, évidemment, il va y avoir des due deals financières et légales et très vite de se poser cette question en termes de questions de due diligence, comme on disait avant, est-ce que ça va pouvoir matcher ou pas? Et si oui, le préparer pour que le jour où on annonce que le deal se fait, on puisse
quasiment immédiatement enclenché sur ces questions de culture. Ouais, c'est passionnant. Alors tout à l'heure, on parlait non pas de contexte tout à l'heure autour d'un thé hors antenne, je précise, on parlait non pas de ce contexte d'intégration, mais plutôt de contexte de croissance qui est celui dans lequel tu es aujourd'hui. Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux que tu rencontres. C'est-à-dire que t'arrives, je vais juste reformuler un peu ce qu'on s'est dit. T'arrives dans une structure dans laquelle le sujet de la culture est déjà entre guillemets très établi, sur laquelle il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été faites. Qu'est-ce que tu rencontres comme contexte et du coup, qu'est-ce que tu rencontres comme challenge par rapport à cet environnement-là? Alors, c'est un contexte extrêmement différent parce que depuis le début, la culture a été réfléchie, a été vécue et portée par le CEO, mais également tout le COMEX et tout le leadership étendu. Donc, arriver dans ce contexte pour une Chief People, c'est incroyable. Bien sûr. Avec des rituels qui sont établis, une approche très proactive et très consciente et conscientisée du besoin que cette culture perdure et puis qu'elle s'enrichisse, évidemment. Ouais. Cependant, tout n'est jamais parfait et heureusement parce que la culture, c'est aussi une notion qui évolue et qui n'est pas figée dans le temps. Et en fait, ce dont je me rends compte dans des contextes extrêmement forts de culture, c'est que parfois, il y a un effort à faire pour l'articuler, la démocratiser, entre guillemets, notamment pour des nouveaux venus. Ouais. Parce que la culture se vit de manière tellement forte que parfois, on manque à l'expliciter. Ouais, concrètement, qu'est-ce qui mériterait d'être beaucoup plus explicité? Donc aujourd'hui, t'es chez GoJob. Il y a du coup un bon niveau de maturité quand t'arrives. Qu'est-ce qui se passe pour les nouveaux? Parce que finalement, on pourrait imaginer comme ça que une entreprise dans laquelle la culture est déjà forte, c'est finalement assez entre guillemets assez simple, assez lisible. Qu'est-ce qui manque? Alors, je vais plutôt te parler de mon expérience candidate avant d'arriver chez GoJob. En tant que voilà, j'étais en processus pour le job de DRH et j'ai cherché partout les valeurs de l'entreprise et je ne les ai trouvées nulle part. Donc il y avait voilà, caché quelque part la vision, la mission, c'était très clair que c'était une bicorp, que voilà, tout le monde était assez investi pendant le processus d'entretien, j'ai ressenti cette culture, cette ouverture, cette envie de la faire vivre. Mais à un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me mette un peu au point pour, voilà, quelles sont les 4-5 valeurs clés pour préparer mes entretiens. Et c'était impossible à trouver parce qu'elles ne sont nulle part articulées. Parce qu'elles sont tellement vécues, c'est ça? Elles sont tellement vécues. Ouais. Et donc, on a une vision, une mission, on a des principes de leadership interne, mais aujourd'hui, nos valeurs ne sont pas explicitées, elles sont vécues. Donc, ce qui en même temps est très fort. C'est l'inverse. Complètement. Donc, ce qui en même temps est très fort, mais je pense, moi, en termes de visibilité candidat, c'est dommage. En termes d'image de marque employeur, parce qu'on a des valeurs très fortes qui méritent d'être partagées, mais aussi parce que elles orientent et elles aident et elles nourrissent tous nos rituels RH. Et donc, pour intégrer de manière beaucoup plus rapide toute nouvelle personne, je pense que, voilà, là, c'est un point sur lequel je vais travailler. Donc, en fait, prendre le temps de les écrire, de les expliciter. Alors, je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais tu vois, en travaillant avec des entreprises qui ont fait l'exercice d'écrire leurs valeurs, ce qui est le cas de beaucoup de grosses entreprises, en l'occurrence, on se pose parfois la question de la façon dont l'exercice a été fait et peut-être parfois d'une façon un peu théorique parce qu'on se retrouve un peu avec les mêmes valeurs partout qui se ressemblent d'une entreprise à l'autre. Alors que objectivement, on va certainement pas vivre la même chose quand on rentre dans la structure et on se pose la question du réalisme. Comment est-ce que toi tu vas travailler sur ce sujet-là pour t'assurer que ce qui soit écrit en termes de valeurs soit bien aligné avec ce que tu ressens dans l'entreprise? Alors, pour moi, les valeurs, elles sont vraiment externes et internes. Donc, on va travailler ensemble avec l'équipe marketing. On n'a pas encore défini exactement si on allait utiliser des outils ou pas, mais elles sont tellement fortes que c'est peut-être plus aussi demander à chacun, mais selon toi, quelles sont les valeurs? Et on a commencé avec l'équipe RH pendant un séminaire. C'est l'équipe qui me disait, mais en fait, Mathilde, c'est incroyable parce que on vit nos valeurs, on sait intuitivement quelles valeurs on peut avoir, mais elles ne sont nulle part articulées. Et donc l'idée là, c'est de se dire, de travailler avec les équipes et avec le COMEX, évidemment, et de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie d'expliciter?
sachant que on peut aussi, par cet exercice, faire un peu évoluer les choses et se dire comment on aimerait se dépasser un peu par rapport à là où on en est aujourd'hui pour les 3-4 prochaines années. Là, on vient de fêter nos 10 ans. On a fait une belle fête. Donc ces valeurs-là et ce DNA, c'était très bien pendant 10 ans. Mais comment est-ce qu'on va se challenger pour revoir peut-être quelques points dans notre système et ce vers quoi on aimerait tendre? Comment tu fais évoluer la culture en fait au fur et à mesure Au fur et à mesure. Et tu disais quelque chose tout à l'heure. Tu disais il y a un sujet d'expliciter les valeurs, mais il y a aussi un sujet d'articulation entre la vision, la mission, les principes de leadership. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce besoin d'articulation que t'as identifié? Alors, dans le besoin d'articulation, c'est aussi dans le besoin de clarifier, de redonner du sens en fait au rituel. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une manière de voir et d'avoir sur un triptyque qui est assez banal, hein, vision, mission, valeur et après principe de leadership. Une fois qu'on a dit ça, c'est quels sont les rituels qu'on met derrière pour vraiment les expliciter. Donc nous chez GoJob, on a une première porte d'entrée qui est que le CEO voit systématiquement toute nouvelle personne qui rentre dans l'entreprise, que ce soit stagiaire, alternant, CDD, CDI, pour parler en fait de cette vision. Wow. Vous êtes combien, redis-moi, et on est 240 aujourd'hui. Quelle est la courbe combien de personnes vous allez rentrer là? Je pense qu'on augmente à peu près 10 à 20% par an. Donc il les voit pas personnellement aujourd'hui, c'est pas possible, mais tous les mois ça fait partie de notre onboarding. La première session, c'est avec le CEO, c'est pas du tout une vidéo, hein, c'est en physique ou en visio, où Pascal explique pourquoi GoJob. Et donc ça, c'est quand même fondateur pour toute personne qui entre, pour bien comprendre ce projet. Ensuite, ce projet-là, il est décliné en tout un tas de rituels où on commence tous notre semaine avec ce qu'on appelle un Monday Morning Meeting, un MOMO, dans toutes les équipes qui durent entre 20 et 30 minutes. Ensuite, on a des one-on-one toutes les semaines avec les personnes qu'on supervise, avec des indications très claires sur comment les mener. On a des pulses, des 360 feedbacks, etc. Et donc moi, ce que j'ai observé, c'est que dans ces rituels-là, même si on a eu ce principe fondateur de parler avec Pascal quand on est arrivé, parfois on perd en fait le lien et le sens entre les rituels et la culture au sens large. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces rituels sont importants pour faire vivre notre culture ? Donc par exemple, là, on vient de lancer une campagne de 360 feedback où on choisit chacun 3 ou 4 collègues dont on aimerait avoir un feedback et parfois on peine à avoir ces retours. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'on a peut-être perdu le pourquoi qui est aujourd'hui dans notre culture la transparence. C'est intéressant parce qu'en fait, moi je vois des entreprises qui parfois se disent on a notre leadership model, nos valeurs, et donc qu'est-ce qu'on peut bien mettre en face comme rituel pour que ce soit un peu cohérent et qu'on s'assure que tout ça se traduise dans le quotidien. Et parfois t'as donc le sujet inverse qui est tout a bien été mis en place, mais finalement pour les derniers arrivés peut-être c'est plus difficile de se poser la question de à quoi chaque rituel va répondre en fait, c'est ça. Oui, et puis c'est normal. C'est normal parce que un rituel est mis en place et bien suivi, mais il faut sans arrêt le faire vivre et puis l'adapter avec cette culture qui vit aussi. Donc je peux te prendre un deuxième exemple si tu veux. Donc nous on utilise le schéma d'OKR et de manière très très impliquée. Pourquoi ? Parce que on est très très à cheval sur l'objectif, donc où est-ce qu'on veut aller, et sur la transparence. Et donc toutes les OKR de toute personne de l'équipe, du CEO encore une fois au dernier entrant, sont disponibles sur notre SIRH. Maintenant, donc ça c'est le principe et comment il est rattaché à notre culture de transparence, d'ownership et de tous unis derrière le même objectif. Donc tout le monde peut voir les OKR du CEO ? Tout le monde. Ok. C'est transparent. Maintenant, la question, c'est, oui, parfois on pousse pour que les personnes comprennent l'exercice, le pourquoi du comment, même si ça a été explicité en onboarding.
Pourquoi ? Parce que faire des OKR à 50 ou à 250, c'est pas la même chose. Ça prend plus de temps, ça prend plus de formation. Et donc moi, un de mes objectifs là cette année, ça va être de réexpliquer le sens. Pourquoi est-ce qu'on fait des OKR ? On fait pas juste des OKR pour faire plaisir à son manager, mais on fait des OKR parce que ça fait vivre notre culture. Et en quoi est-ce que ça apporte cette petite pièce à l'édifice ? Ouais, c'est intéressant cette illustration. Sur le sujet de la culture, finalement, alors on parle du coup de l'importance de la culture et notamment dans des phases de croissance, mais pas que. Ce qu'on a pas mal entendu là sur la dernière année, c'est qu'est-ce qu'il en est de culture fit versus culture ad. À quel point est-ce que finalement on cherche à l'enrichir cette culture en intégrant des personnes d'environnement complètement différents avec des cultures complètement différentes. Comment est-ce que toi tu vois ça de ta fenêtre ? Alors je sais pas, je pense que c'est un peu un faux débat parce que la culture elle existe indépendamment de toi. Le culture fit, c'est un peu mettre la culture dans une boîte. Et moi j'aime pas trop les boîtes. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'un collaborateur ou une collaboratrice va s'épanouir dans l'environnement qu'on propose ? Cet environnement, c'est notre culture. Donc, c'est une question d'épanouissement et peut-être que elle arrive avec de nouvelles idées, des nouvelles choses à mettre en place, etc. Mais c'est pas incompatible. La question, encore une fois, c'est l'épanouissement et le développement personnel. Et justement, si elle peut s'épanouir et se développer, elle va nous amener et elle va amener en fait cette évolution de ce qu'on appelle culture, de manière un peu théorique. Ouais. Et en fait, ça, je pense que dans le débat, ça nécessite qu'il y ait quand même déjà un niveau de prérequis d'alignement, parce que pour s'épanouir dans un environnement, il faut quand même que tu aies des valeurs qui s'accrochent, et ça n'empêche pas effectivement pour pas rester dans une boîte, d'apporter des choses différentes. Alors, tu me disais aussi, c'est un sujet sur lequel je voulais revenir, qu'il y a un challenge dans le fait, dans une entreprise, de devoir embarquer des équipes qui vont avoir des profils très différents justement dans des mêmes éléments culturels. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce que t'as vécu là-dessus ? Alors, donc les environnements différents, ça peut être soit des cultures de pays, quand on doit réunir des personnes qui sont en Inde, en Roumanie, en France, aux États-Unis, au Japon, qui ont elles-mêmes des cultures très différentes pour une culture de boîte. Donc là, il faut, je pense, être indulgent avec soi-même et se dire, voilà, on va avoir 2 ou 3 ou 4 principes qui sont communs et dont on ne sort pas. Voilà, par exemple, si c'est la tolérance ou le respect, une manque de respect, on est intransigeant par rapport à ça. Maintenant, par rapport à des personnes qui peuvent avoir des vécus, surtout en France, des éducations très différentes. En France, on fait quand même hyper attention de l'école et d'où tu sors et quel est ton background éducatif. Donc, je pense que là, encore une fois, l'objectif et ce pourquoi on existe, c'est ce qui va rallier tout le monde. Donc là, je parle, c'est un peu facile, ma chaise, parce que nous, on est Bicorp et on a vraiment une vision très ancrée qui est dignité par le travail et de ramener sur le marché du travail des personnes qui en ont été exclues. Donc, c'est extrêmement fort. Et donc, ça rallie des personnes très différentes. Mais pour des personnes ou pour des auditeurs qui nous écoutent, qui aujourd'hui sont pas Bicorp ou sont pas société à mission, quand même réfléchir sur le pourquoi de leur existence. En général, on va pouvoir rallier des backgrounds et des populations très très différentes. Ouais. Et en plus, tu rajoutes à ça le fait qu'en termes d'activité et de métier, tu peux avoir des gens, effectivement, par exemple, qui vont être très service dans une même structure, et puis une partie aussi qui peut être beaucoup plus tech, qui peut rassembler des parcours, mais même des niveaux d'expérience qui sont assez différents. C'est ce que vous avez vécu aussi, il me semble. Oui, alors nous chez GoJob, on a une partie, une grosse partie. C'est comme ça que GoJob est né, qu'on appelle opération et qui fait un travail difficile aujourd'hui au contact de nos intérimaires et qui, parfois un travail un peu répétitif, même si aidé par la tech. Donc ça c'est une partie des équipes et l'autre partie qui travaille beaucoup plus sur nos solutions tech. Mais encore une fois, ce qui les unit, c'est nous, on est tous au service des intérimaires en fait. Peu importe de où, de quel angle, si on est à la paye, on est au service des intérimaires. Moi, aujourd'hui, en tant que RH,
je suis RH des GoJobies. Mais pourquoi est-ce que je suis animée? C'est parce que meilleur on sera, plus on pourra ramener des personnes sur le marché de l'emploi. Effectivement, c'est du coup un peu la mission aussi qui va te fédérer. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues sur le sujet de la culture avec lesquelles t'es pas d'accord? Alors, tu disais le fait de penser qu'on va la décréter, cette culture, alors qu'en fait elle existe déjà. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues qui circulent autour de ce sujet-là avec lesquelles tu serais pas d'accord? L'idée que c'est quelque chose de très abstrait. L'idée ou se dire ok, on va s'enfermer dans un bureau, on va réfléchir pendant une journée, 2 journées, 3 journées en fonction des budgets. Ensuite, on va sortir, on l'aura pensé comme ça au Comex, et puis après on va avoir, c'est un peu ce qu'on disait, des panneaux avec les valeurs et puis qui prennent un peu la poussière et on fait rien derrière. C'est que c'est un sujet de RH. Voilà, c'est un sujet soit comme ça un peu de côté, soit un sujet de RH. Donc pour moi, la culture, c'est pas du tout abstrait. Donc au départ, c'est un peu abstrait quand on parle culture avec un grand C, mais très vite, à partir du moment où on prend une méthodologie, donc moi je choisis vision, mission, valeur, mais ça peut être autre chose. Hein. On commence à vraiment rentrer dans du concret. Quand on attache des rituels derrière, on rentre aussi dans du très concret, et c'est ça qui l'a fait vivre. Et à la limite, il vaut mieux pas du tout avoir... Tout à l'heure, je disais, nous, on va travailler sur expliciter nos valeurs. Il vaut mieux arriver dans une entreprise où rien n'est explicité, mais où effectivement, on vit les choses, que des belles valeurs qui sont projetées, mais que personne n'incarne. Donc pour moi c'est ça, c'est le fait de dire que c'est abstrait, et tu le soulignais, que ce soit quelque chose des RH, que ce soit un sujet RH. La culture n'est pas un sujet RH, c'est un sujet d'entreprise qui peut être porté parce qu'il faut toujours quelqu'un responsable, mais qui peut être porté comme sujet par les RH, mais c'est un sujet pour tout le monde, du Comex aux collaborateurs, aux collaboratrices. Et qu'est-ce que tu recommanderais de différent de ce que tu as pu faire, parce qu'effectivement toi ça fait du coup des années que tu travailles avec ce sujet et que tu as testé des choses. On parlait tout à l'heure dans le couloir d'approche test and learn et d'essayer de tenter des choses et de voir ce que ça donne. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager, quelque chose que tu referais autrement sur ce sujet-là? Est-ce que je referais autrement? C'est vraiment expliciter et réfléchir à ces sujets très tôt, en fait, dans la phase de création d'entreprise. Et c'est quoi très tôt? À quel moment ça devient légitime? Alors, comme ça, gérer une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et dès qu'on va commencer à se lancer dans du M&A, dès qu'on se dit qu'on va s'implanter à l'étranger, des phases comme ça. Les phases où soudain on n'est plus tous ensemble dans le même bureau, où finalement c'est à ce moment-là qu'on crée un peu la dynamique. Mais dès qu'on va commencer à s'étendre, ou qu'on va rentrer en phase de très forte croissance, ou qu'on va encore une fois faire du FUSAC ou s'implanter à l'étranger, à mon avis, ça vaut la peine de commencer à se poser sérieusement la question et de brosser à grands traits ce qu'on souhaite, parce que ça va aussi déterminer les personnes qu'on va recruter pour gérer nos bureaux à l'étranger. Ça va aussi expliciter un peu les entreprises qu'on voudrait racheter. Et je pense que ça nous aurait beaucoup aidé si on avait eu cette réflexion plus en amont. Ouais. Donc il y a la question du timing qui est effectivement hyper critique, et voilà, ça peut être une taille de boîte ou comme un moment un peu charnière. A contrario, qu'est-ce que tu as mis en place de très concret qui serait une bonne pratique à véhiculer, quelque chose qui t'a réussi? Je pense intégrer des questions de cultural fit, même si tout à l'heure je trouvais que c'était fit, mais vraiment pas challenger les candidats, mais questionner et s'assurer en fait pour le bon match, parce que finalement nous on recrute, mais c'est aussi des candidats qui choisissent de venir travailler chez nous, donc on est à égalité finalement, et de vraiment prendre ce temps de la discussion pour expliciter comment nous on travaille, comment nous on envisage ton développement au sein de notre entreprise, et est-ce que tu t'y retrouves. Et ça, c'est important, parce que finalement, on va beaucoup regarder le parcours, les expériences, les compétences. Mais parfois, on manque un petit peu de temps, et ça peut faire la différence aussi d'un point de vue candidat pour choisir de rejoindre une entreprise ou pas. Absolument. Ça peut avoir ce côté, je trouve, attractif. Et tu vois, moi, ce que
ce que j'identifie quand je travaille avec des entreprises et qu'on évalue finalement la qualité des recrutements à court, moyen, long terme, les personnes qui sont restées, qui sont engagées, ceux qui sont partis, etc. C'est que on passe beaucoup plus de temps à évaluer le bon niveau de compétences, que ce soit hard ou soft skills, et qu'à contrario une déception en termes de est-ce que je m'y retrouve en termes de culture, est-ce que je m'y retrouve, est-ce que j'ai l'impression que mes valeurs sont nourries, et du coup ce que tu disais tout à l'heure, la question de est-ce que je peux m'épanouir dans cet environnement-là, au-delà de est-ce que je peux réussir dans cet environnement-là, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est ce qui fera la différence, parce que au final les compétences tu les acquiers à partir du moment où tu as une tête bien faite, et je pense que quand même la majorité des personnes ont une tête bien faite. Ce qui va faire que on va aller chercher cette compétence, c'est parce qu'on se sent bien dans son environnement, parce que on a un environnement positif qui nous autorise à le faire. Et donc là, ce qu'on va aller chercher, c'est la curiosité en fait, comme compétence principale. Pas forcément est-ce que la personne sait faire tel langage tech, c'est ouvrir un fichier Excel, c'est ça s'apprend si on est curieux. Ouais, tu vas pas développer on va dire aussi les valeurs des personnes si elles matchent pas avec la culture d'entreprise. Et puis finalement, j'imagine que tu as pu aussi recruter des personnes qui venaient d'entreprises concurrentes où tu pourrais imaginer que le match il va être hyper facile, et en fait tu te retrouves avec des recherches d'environnement qui peuvent être très différents en termes de culture. Et en fait, pas du tout. C'est exactement ce que tu dis. Et que sur le papier, c'est un peu comme on parlait du M&A tout à l'heure. C'est pareil. Sur le papier, tout match. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on a oublié de regarder, qu'on a oublié de discuter, et qui fait qu'au bout de 2-3 mois, on se rend compte que la performance n'est pas là, que la personne qu'on vient de recruter est elle-même en souffrance, parce que soit, par exemple, nous on a un rythme en scale qui est intense. Donc, à un moment, il faut aussi s'assurer que quelqu'un va s'épanouir dans ce rythme-là. C'est pas pour tout le monde, et c'est ok de pas s'épanouir. Mais si, quand on commence nos discussions et nos entretiens, on ne le souligne pas, c'est pas évident forcément pour tout le monde que au sein d'une entreprise, nous on va aller hyper vite, et qu'on va pas forcément chercher le 100, et le 80-20 ça peut suffire. Pourquoi ? Parce que nous, notre besoin à ce moment-là, c'est d'aller hyper vite. Ouais. Et c'est là où tu vois, quand je t'entends, ça montre bien l'importance de savoir expliciter, communiquer, etc. Parce que régulièrement, les candidats vont interpréter aussi avec leur propre référentiel. Et j'en entends dans les entreprises des candidats qui rejoignent en se disant... ils me disent que c'est une boîte qui va vite. Moi aussi, j'aime bien aller vite, sauf que j'aime bien aller vite venant d'une entreprise pour qui le benchmark était pas exactement au même niveau, et qui tout d'un coup se rendent compte que waouh, en fait, c'est ça, aller vite. Donc, c'est là où tu te rends compte que finalement, même si au début, on n'a pas tellement envie d'expliciter, de décrire trop finement, ça devient un peu une obligation. Et pour ça, ce que moi, j'encourage chacun à faire, c'est l'exemple. Le storytelling et l'exemple. Et évidemment, dans aller vite, aller lentement, dans tous ces concepts qui sont assez peu explicités, c'est vraiment ok, donne-moi un exemple d'un projet que tu as dû rendre rapidement. Donne-moi un exemple de ce que tu appelles faire ci ou faire ça. Et là, il y a plus de débat possible. Ou nous-mêmes donner un exemple en disant voilà, quand on dit vite, oui, nous toutes les semaines on check où on en est par rapport à nos objectifs. On regarde de manière très précise l'atteinte, et on va te questionner si t'as pas atteint tes objectifs, et on va pas te questionner de manière malveillante ou pressurisante, mais c'est pour s'assurer qu'on va tous dans la même direction. On va s'assurer que t'as 3 focus et t'en as que 3 ou 2 ou 1, parce qu'on n'a pas le temps de papillonner, et même s'il y a des choses sympas à faire autour, on va pas chercher le sympa, on va chercher ce qui va nous amener à notre prochaine étape de développement. Et utiliser finalement les rituels de l'entreprise pour illustrer un peu finalement de façon tangible la culture, et d'illustrer comment ça se passe. Je pense que ça donne plus précisément. Tu me disais tout à l'heure, on a des one-on-one absolument toutes les semaines, mais en plus on les adosse à un document qu'on va remplir, etc. Enfin, je pense que
l'exemple de comment ça se passe, à quoi ça ressemble, ça aide vraiment à se projeter dans qu'est-ce que je vais vivre si je vous rejoins en fait. Exactement. Ouais, c'est passionnant. Qu'est-ce que tu dirais à un DRH qui nous écoute et qui a commencé à travailler dessus mais qui cherche un peu d'inspiration ou peut-être un dirigeant qui nous écoute et qui se dit bon, ce sujet, j'aurai toujours le temps de m'y intéresser, ce serait quoi le conseil avec lequel tu aurais envie de nous laisser? Ne pas tout penser d'un coup. Juste commencer à changer un petit peu et ne pas se dire ça va être hyper difficile et ça va être long et ça va me coûter beaucoup d'argent. Le simple fait de se poser la question à un moment et se dire voilà, quelle est ma culture? Donc si je suis pas très claire, essayer de se poser avec cette grille assez simple, discuter avec les collaborateurs, les collaboratrices, toi comment tu vis les choses? Et mettre en place des choses, des petits rituels tout simples, sans se dire qu'on va tout révolutionner. Donc moi, vraiment, mon conseil, c'est de s'y intéresser, de se poser la question, et là, déjà, ça ouvre des portes. Parce que dès qu'on se pose la question, et dès que ça devient un sujet, on va forcément mettre en place un petit changement. Donc y aller petit à petit pour voir, pour faire du test and learn, parce qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, des choses qui marchent très bien dans une entreprise, beaucoup moins bien dans l'autre, et vice versa. Et donc vraiment commencer petit pour démystifier un petit peu ce truc de la culture avec un grand C. Oui, ça peut paraître un peu impressionnant. On se dit voilà, ce gros truc auquel je suis en train de m'attaquer. Se laisser la porte ouverte sur le fait que ça va évoluer, qu'on va itérer, que ça va aussi être nourri par les échanges, les workshops, etc. Mais en fait, il faut démarrer de toute façon. Il faut démarrer et il faut pas démarrer parce que c'est un effet de mode. Et parfois l'effet de mode, ça peut être aussi soit impressionnant en se disant oulala, je suis complètement à la rue par rapport à tous mes copains et toutes les autres entreprises, ou ça peut être aussi au contraire, c'est un effet de mode, ça passera. Oui, c'est moins le cas dans des entreprises dans lesquelles les fondateurs sont très impliqués, etc. Mais on a aussi des entreprises où des éléments culturels changent de façon tellement récurrente qu'on finit par voir ça pour le coup comme quelque chose de très cosmétique, et ça désengage aussi pas mal, j'ai l'impression. Alors, je pense que la culture, elle évolue, mais elle ne change pas fondamentalement aussi souvent, parce qu'on a quand même ne serait-ce qu'un historique ancré. La culture, c'est aussi le résultat de notre histoire, de pourquoi on est là, pourquoi on a fait ça, et ça change pas. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi le fruit de, tu le disais, un phénomène de mode, volonté aussi d'attirer des candidats et parfois un travail qui est plus basé sur la culture souhaitée. Tu vois, quelque part, la culture de destination. Je vois des entreprises faire des beaux PowerPoint sur à quoi on veut ressembler demain, les principes de leadership du futur, les valeurs qu'on aimerait avoir parce qu'elles vont bien parler au type de candidat qu'on a envie d'attirer. Et au bout d'un moment, on se perd un peu entre qui on est et qui on aimerait être. Oui, et fondamentalement, pour moi, il vaut mieux déjà se poser la question sur qui on est et est-ce qu'on est OK avec ça. Et s'il y a un élément sur lequel on n'est pas OK, et à la limite, je pense qu'il faut assumer qui on est aujourd'hui. Et petit à petit se dire voilà vers où on veut pousser un peu plus. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au travail sur les valeurs. À un moment, pouvoir se challenger, se dire voilà, ces principes ou ces valeurs nous ont amenés juste là où on en est au bout de 10 ans. Et pour les 10 ans à venir, qu'est-ce qu'on veut modifier ou faire évoluer. Mais se dire voilà, la culture rêvée, c'est là et pour moi, c'est purement théorique en fait. C'est très très abstrait. Et non seulement on perd le COMEX, mais on perd aussi le leadership et on perd les personnes derrière, enfin nos collaborateurs et collaboratrices qui se disent non mais vraiment ils ont que ça à faire quoi. Oui, là pour le coup ça fait poser question. C'est passionnant, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce qu'il y a une autre question que tu aurais voulu que je te pose et que je t'ai pas posée aujourd'hui, Mathilde, ou autre chose que tu aurais envie de nous partager sur ce sujet? J'ai plutôt un message à faire passer. C'est au départ, tu vois, quand on a commencé à parler de culture, moi-même j'étais assez dubitative parce que je trouvais ça moi-même très abstrait et je suis quelqu'un de très pragmatique, entré dans le concret. Et quand j'ai commencé à travailler dessus avec ces petits workshops ultra concrets sur la parabole, la détailleur de pierre, en fait, de manière très physique et très émotionnelle, j'ai vu à quel point ça impactait les équipes.
de manière positive. Et à quel point j'ai eu des remerciements à la fin de ces workshops pour me dire mais en fait Mathilde, ça a redonné de la lumière sur ce que je fais aujourd'hui et ça a redonné du sens. Donc moi-même en étant sceptique, j'encourage toute personne qui peut être aussi sceptique ou qui se dit encore une fois c'est un effet de mode à juste utiliser un petit workshop et voilà, c'est assez simple à monter pour voir l'impact que ça a sur les équipes. Et ne serait-ce que pour nos collaborateurs, nos collaboratrices, c'est vraiment quelque chose, une dimension à regarder, cette dimension de la culture des entreprises. Merci pour ça. Du coup, il y a un double bénéfice. Ça va en plus amener du sens et voilà, et permettre d'éclairer les personnes qui sont en recherche de repères. Donc, complètement. Ouais. Merci beaucoup Mathilde, c'était passionnant. Évidemment, je me doute qu'il y aura des questions qui pourront remonter de ci et de là sur la façon dont tu as pu peut-être animer ces workshops, etc. Donc, bien sûr, j'encouragerai les personnes à lire ce que tu vas nous laisser dans le petit questionnaire qu'on pourra découvrir sur le site et puis peut-être à te contacter en direct. Avec plaisir, c'est un sujet qui me passionne et auquel je crois fermement, d'autant plus que c'est pour le bien-être en fait des équipes et leur développement et donc avec plaisir pour échanger. Merci beaucoup. Merci à toi.